Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité politique. Nous recevons pour la énième fois Mwazulu Diabanza, porte-parole du mouvement Unité, Dignité et Courage, et aussi une figure panafricaine qui fait partie aussi de la lutte contre le franc CFA. Bonjour Mwazulu. Bonjour. Bienvenue encore une fois sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je réitère le plaisir qui est le mien et celui de nos spectateurs qui nous font de bons retours sur vos différentes interventions ici même. Merci, ils ont mes salutations. Voilà, j'en profite pour saluer également nos spectateurs à travers le monde qui nous suivent, qui sont très préoccupés par les questions pour lesquelles nous vous invitons. Et donc aujourd'hui, on va parler de la situation du Mali qui est un peu connue de tous. Et après, chacun a son analyse. Et on va aussi parler du franc CFA, de la lutte contre le franc CFA, pour lequel vous vous êtes souvent exprimé ici même et sur d'autres médias. Et pour démarrer l'émission, vous, comment vous voyez le Mali aujourd'hui? Je pense que dans notre approche et dans la prévision qui est nôtre, nous avions déjà décidé de faire du Mali, ou si j'ose dire de Bamako, la capitale panafricaine de la lutte pour le départ de l'armée française de notre mère patrie l'Afrique. Parce que vous vous rappelez aujourd'hui que autrefois, on abordait les questions sur la sécurité de l'ensemble de la sous-région, mais aussi de l'Afrique de manière générale, qui aujourd'hui est conditionnée par la stabilité qu'aura les pays de la bande sahélo-sahélienne. Et si la présence non seulement de l'armée française, mais de toutes les armées européennes, ce qui en est le cas aujourd'hui, sur cette bande sahélo-sahélienne, hypothèque véritablement la question de la souveraineté et de l'indépendance véritable de tous ces pays, y compris du Mali. Alors la position du Mali actuelle, c'est une question qui, si vous le voulez, est subordonnée à la stabilité de l'Afrique, toute l'Afrique de manière générale. Rappelez-vous que nous étions à la veille des élections. À la veille des élections au Mali, et il y a eu ces coups d'État. En 2012. Voilà, inattendu qui a balayé le président Amadou Toumani Touré. Donc le processus que le Malien réclame aujourd'hui de l'alternance politique pacifique a été mis à mal avec ces coups de force qui aujourd'hui nous semblent échapper, qui sont les tenants et les aboutissants de ces coups de force. Alors la volonté qui est nôtre aujourd'hui de faire de Bamako la capitale panafricaine du départ de l'armée française de notre mère patrie l'Afrique, c'est justement pour retrouver cette stabilité permanente. Non seulement cette stabilité, mais c'est l'axe véritable aujourd'hui de notre combat, c'est-à-dire l'autodétermination politique, économique et administrative du Mali, dont la détermination qui aujourd'hui dépend des pays européens et de la communauté internationale de manière générale, prive au peuple malien sa voix ou son droit le plus inaliénable, qui est le droit de la souveraineté. Vous avez parlé d'indépendance. Je rappelle que hier, 22 septembre 2017, le Mali célébrait l'anniversaire de son 57e anniversaire de son indépendance. Et comment vous voyez aujourd'hui l'indépendance revendiquée par les États africains en général et particulièrement le Mali aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un motif de fête, il y a un motif de célébration, etc. Je salue encore une fois de plus le président John Magufuli de la Tanzanie qui a lancé ses comportements ô combien dignes de pouvoir ne plus avoir à fêter la fête de l'indépendance de la Tanzanie. Ce qui doit être l'exemple de tous les dirigeants africains. Et je ne sais pas encore quelles sont les raisons qui font que ces dirigeants organisent autant de manifestations avec autant de réceptions somptueuses et qui coûtent énormément aux contribuables africains pour fêter ces indépendances. Je pense que la plus noble manière et la façon la plus élégante de fêter les indépendances africaines, c'est de continuer la lutte tracée par les pères des indépendances. Parce qu'ils ont fait un premier pas. Le premier pas qui consistait à mettre un coup d'arrêt au processus de colonisation dont était victime l'Afrique. Et ces processus devaient aller jusqu'au bout. Nous avons vu la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, qui nécessairement avait posé les jalons et les bases de ce qui devait advenir l'Afrique de demain. Donc notre Afrique ici devait advenir à un État unique, un seul État, si j'ose dire la pensée politique du président Kwame Nkrumah qui visait la création des États-Unis d'Afrique. Et nous avions, si vous voulez, nous nous sommes écartés de ces chemins avec l'assassinat multiple des différentes figures de proue, mais aussi avec des coups d'État successifs. Et nous avions vu à un moment donné les retours du néocolonialisme qui nous a fait chavirer pendant ces 30 décennies. Donc il faut comprendre
que pour nous, la jeunesse africaine, nous nous inscrivons dans une logique de pouvoir mettre fin à ces festins inutiles, à cette façon inappropriée de pouvoir fêter les fêtes des indépendances, alors que l'Afrique est encore sous subordination européenne. Kwame Nkrumah disait que le néocolonialisme est le dernier rempart de l'impérialisme occidental. Et il faut faire sauter ces néocolonialismes avec tous les artifices qui vont avec, parce que fêter la fête de l'indépendance du Mali est aussi, si vous voulez, une forme de crier haut et fort la subordination de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe, et en particulier de l'Afrique. Bah justement, pour parler de subordination, pour parler d'indépendance, il faut, enfin, pour sortir de la subordination et parler d'indépendance, il faut des moyens. Et comme j'ai dit, on va parler du Mali. Et justement, le président Ibrahim Boubacar Keïta est le VRP de quelque chose qu'on a lancé sous l'égide d'Emmanuel Macron qui s'appelle le G5 Sahel. Le G5 suppose qu'il y a 5 pays, sauf qu'il y en a un 6e qui est la France. La France n'étant pas un pays africain. Et le G5 de mémoire a besoin le G5 Sahel a besoin de 200 millions d'euros pour vraiment décoller, avoir les moyens. Et aujourd'hui, ces fonds-là ne sont pas encore là. Quelle analyse vous faites de ce G5 Sahel-là? Et est-ce que ça va solutionner ce que la mission Serval, la mission Barkhane et la MINUSMA n'ont pas réussi à solutionner au Mali? Il y a d'abord un conseil des États africains du Sahel, un conseil national des États africains du Sahel qui regroupe à peu près 28 pays. Et ces 28 pays, si vous voulez, c'est la subordination, encore une fois, de ces 28 pays vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que lorsque la France est arrivée au Mali, elle est arrivée seule, dans ses habitudes coloniales et impérialistes, avec ses décisions unilatérales. Il s'est fait qu'à un moment donné, il faut que la facture soit supportée par tous. Donc la France a initié ces dossiers au niveau de l'Union européenne. La création de cet ensemble, de ces conseils de 28 pays, permet à chaque pays européen d'avoir sa responsabilité sur un pays, parmi les 28 pays qui composent ces conseils nationaux des États du Sahel, élargis à 28 pays, selon, si vous voulez, les derniers travaux des experts militaires français. Et il en va de soi que depuis un moment donné, Emmanuel Macron, le président français, cherche à remplacer l'ONU en Afrique par la France. Et cette organisation-là des 28, en se calquant sur l'Union européenne, a permis aussi, si vous voulez, à la France de mettre en place une sorte de conseil de sécurité. C'est le G5 dont vous faites allusion. Ce conseil de sécurité a comme objectif de soumettre au président français les grandes lignes, les grandes orientations et les grandes décisions. Et ce sont ces 5 pays qui vont disposer, si j'ose dire, d'une sorte de droit de veto, en ce qui va constituer la question fondamentale aujourd'hui, cette question à laquelle est confronté le Mali, c'est la question de la sécurité. La sécurité de cet État, la sécurité de la population malienne et la sécurité, je dirais, du patrimoine historique, culturel et scientifique du Mali, enfoui sur ces territoires-là, et la sécurité, enfin, si vous voulez, des ressources et des richesses du Mali. Donc, voilà ce qu'en est le rôle véritable de ces G5. D'ailleurs, la dernière proposition en date d'Emmanuel Macron de pouvoir placer des centres de rétention administrative au Mali, c'est une prérogative qui ne revenait qu'autrefois à l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est que dans le bâtiment et dans les instances de l'Organisation des Nations Unies qu'un citoyen ressortissant de ces pays pouvait aller demander asile politique. Et en faisant cette proposition, Emmanuel Macron veut carrément, sur le plan administratif, remplacer l'Organisation des Nations Unies et prendre la tête. Ce qui était déjà biaisé autrefois parce que vous savez... Attends, je n'ai pas bien saisi ce que vous venez de dire là. Les centres de rétention administrative pour les demandeurs d'asile. Tout à fait. Par exemple, un Africain, un Malien, Guinéen, Congolais qui vient en France demander l'asile et que ça lui est refusé, s'il doit être expulsé, il passe d'abord dans un centre de rétention. Des rétentions administratives qui seront placées qui étaient à Roissy, ici. Voilà, qui vont se déplacer, qui vont aller dans des pays comme le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, ils vont être installés là-bas. Alors ces prérogatives-là, je disais, relevaient autrefois de l'Organisation des Nations Unies. Et en le faisant, Emmanuel Macron veut administrativement prendre le dessus sur l'Organisation des Nations Unies. Et comme il le disait lui-même dans son programme, c'est-à-dire cette Afrique qu'on doit construire, cette Afrique qu'on doit sécuriser, cette Afrique qu'on doit nourrir, cette Afrique qu'on doit, si vous voulez, aussi sécuriser. Donc
Ça rentre dans le cadre de son projet politique qui aujourd'hui consiste, si vous voulez, à subordonner encore une fois de plus les nations africaines vers l'Europe. Donc nous sommes dans un cas de figure aujourd'hui qui oppose de nouveau l'Europe à l'Afrique. Et c'est un combat que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons non plus de la France-Afrique, mais de l'Europe-Afrique. Est-ce que le G5 Sahel, justement, qui est vendu aux Maliens et aux Sahéliens comme étant une solution miracle, qui serait mieux certainement que la mission Barkhane, la mission Serval et la MINUSMA, est-ce que, d'après ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas une ambassade de l'Union européenne qu'on est en train d'installer plutôt qu'une action militaire pour combattre le terrorisme? C'est justement ça. Mais pour s'y faire, c'est pourquoi je vous disais, l'Organisation des Nations Unies, pour se lancer dans ces grandes visées, a voulu avoir avec elle les nations les plus puissantes, les plus puissantes du monde. Ce qui nous renvoie au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec 5 pays membres permanents qui disposent du droit de veto. C'est alors le G5 Sahel. C'est-à-dire c'est une sorte de conseil de sécurité pour la sécurité, non pas pour le Malien, non pas pour le Nigérien, non pas pour les Tchadiens, non pas pour le Burkinabé, non pas pour les Africains. La sécurité pour les intérêts fondamentaux de l'Europe. Ces intérêts fondamentaux de l'Europe qui sont en contradiction totale avec les intérêts fondamentaux de l'Afrique. Et ces G5 Sahel, c'est-à-dire c'est cet ensemble de propositions que la nouvelle administration française avait mis en place, parce que vous savez, les dirigeants africains sont toujours flattés lorsqu'ils sont, si vous voulez, choyés un peu par rapport au nouveau monarque de l'Élysée. Donc il leur a proposé, s'ils veulent, de faire partie de ces conseils, comme ça on verra que ce n'est pas une forme de décolonisation, ce n'est pas une forme de, si vous voulez, d'une domination nouvelle de la France en Afrique. Donc il fallait coopérer. Donc c'est là où nous parlons. Mais le financement ne vient pas d'Afrique. Oui, le financement vient d'Afrique. Il faut comprendre une chose, le financement vient d'Afrique. Parce que d'où vient l'argent? La France a-t-elle l'argent? L'Union européenne a-t-elle l'argent pour financer l'Afrique? Vous imaginez? Non mais, je comprends ce que vous dites. Ce que je veux dire, officiellement, l'argent est déplacé de France, même si cet argent qui est en France ou en Europe, on sait d'où ça vient. Mais dans le mécanisme, le financement du G5 Sahel ne vient pas directement des banques africaines. Dans le mécanisme, tous ces pays du G5 Sahel ont comme monnaie le franc CFA. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est-à-dire que tous ces pays ont près de 80% de leur avoir dans le trésor français. Mais ce n'est pas ce qui est expliqué, justement. Ben, c'est en ça qu'il faudra en venir. C'est pourquoi nous parlons de la subordination. Parce que cette subordination, elle est aussi une subordination intellectuelle. D'où l'on empêche les pays africains de réfléchir clairement. Parce on va venir au franc CFA dans la deuxième partie de l'émission. Dans un autre sens, tous ces pays-là du G5 Sahel, les 80% de leurs ressources et de leurs richesses est exploité par la France et les pays de l'Union européenne. Donc, il s'est fait que si vous regardez les contrats signés, par exemple avec le Tchad, les contrats de Areva avec le Niger, c'est une perte aujourd'hui de près de 25 millions. De 25 millions d'euros pour ces pays au profit de la France. Donc, il s'est fait que c'est le même argent de ces pays qui reviennent. Mais qui reviennent maintenant dans un mécanisme frauduleux qui permettra à la France d'avoir les dessus et à l'Europe d'avoir les dessus sur ces pays et à ces pays de s'endetter encore une fois de plus. Voilà la raison pour laquelle nous voulons casser cette subordination. Et notre révolution va dans ce sens. Que je vous disais autrefois, c'est de pouvoir transformer le sucre de la politique africaine. Et transformer le sucre de la politique africaine, c'est de transformer l'homme politique et la jeunesse africaine, qu'on arrête de penser que les solutions et les pistes de sortie ou le bout du tunnel viendra de l'Europe. Oui, mais justement, vous avez des présidents, en Afrique, on a des présidents qui ont, semble-t-il, été élus et qui ont même été validés par leurs confrères d'autres pays. Est-ce que vous pensez que le schéma que vous êtes en train de montrer, ce schéma-là puisse être porté par un Ibrahim Boubacar Keïta pour le Mali, Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, Macky Sall pour le Sénégal, Idriss Déby pour le Tchad, etc. Il y a quelques décennies passées, ou quelques années, je dirais simplement passées, lorsque nous avions pris l'initiative de combattre pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique et de notre peuple, ces dirigeants ne se prononçaient même pas sur ces questions que nous étions en train d'évoquer. Aujourd'hui, nous les avons obligés de se prononcer. Alors, la deuxième dimension de notre combat, c'est d'obliger ces gens-là à venir négocier sur la table de venir sur la table des négociations. Nous allons les obliger à venir négocier. Parce que notre objectif premier, c'est de ne pas informer aux gens de ce que disait le président Kwame Nkrumah. C'est d'agir pour détruire les derniers remparts de l'impérialisme européen en Afrique, le néocolonialisme. Et il en ira de soi, la destruction de ces remparts-là du néocolonialisme fera sauter l'ensemble des présidents qui sont indéfectiblement attachés à ces sondes politiques qui les nourrissent.
Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de vouloir obliger, enfin là vous dites que vous voulez obliger ces présidents que j'ai cités à aller à la table de négociation. Vous connaissez le pédigré de ces gens, vous savez que leurs intérêts sont parfois opposés aux intérêts des gens qui les ont élus, aux intérêts de leurs administrés. Est-ce que vous n'êtes pas, enfin c'est pas une façon de se tirer, c'est pas une façon de se tirer une balle dans le pied que d'envoyer. Ça fait des décennies aujourd'hui que je suis dans ces combats ou dans cette lutte. J'ai appris maintenant à faire, si vous voulez, foi aussi à l'humanité et en croire à l'homme. Et je crois fermement. Je crois fermement parce que notre objectif par-dessus tout, c'est la paix. Notre objectif par-dessus tout, c'est la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Ce n'est pas d'entrer en contradiction permanente avec ceux qui se prétendent être des dirigeants africains. Mais c'est de leur donner, ou si vous voulez, de leur ramener vers les chemins de la dignité. Et cette dignité, c'est la capacité qu'ils auront de pouvoir être les porte-parole des aspirations profondes de notre peuple. Et non des pantins qui sont là pour exécuter des décisions venues de l'Union européenne et de l'Europe de manière générale. Vous pensez pouvoir y arriver avec quels moyens? Nous y arriverons. Avec quels moyens? Nous y arriverons parce que nous sommes aujourd'hui dans la conscientisation. Nous passerons l'étape de la sensibilisation. Nous irons bien évidemment dans la mobilisation. Et enfin viendra l'utilisation de notre force pour contrecarrer les élèves indisciplinés. En tout cas, aujourd'hui, les rapports de force sont de l'ordre du David et du Goliath. Je ne sais pas où vous vous placez, David ou Goliath. Si nous rentrons dans cet acheminement des réflexions, David a fini par triompher. Donc nous allons triompher parce que quand vous faites David et Goliath, c'est parce que nous sommes petits. En moyens, nous sommes petits, si vous voulez, en infrastructure, nous sommes petits en finance. Mais nous allons gagner. Nous allons gagner parce que la détermination qui est nôtre, nous ne cesserons de le répéter à chaque fois que l'opportunité nous sera donnée de le répéter, elle est inébranlable. Et cette détermination, c'est justement aboutir à la libération de notre peuple. Et nous y arriverons parce que nous avons mis en place un ensemble d'actions. Et je pense que dans la deuxième partie de l'émission, je vous parlerai d'ailleurs de la deuxième étape et la dernière étape décisive de la lutte pour la libération de l'Afrique, notamment en brisant le symbole de la servitude monétaire qu'est le franc CFA. On va y arriver, mais aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que le Mali est une espèce de laboratoire dans lequel on teste tout pour pouvoir ensuite l'appliquer ailleurs? Parce qu'on a un président, on a un gouvernement, mais en fait, aucune décision ne vient d'eux. Et aujourd'hui, le peuple malien, par exemple, est en train de manifester devant l'ambassade du Mali à Bamako. Et il est arrivé que dans la même période, 1 million de Maliens soient dans la rue pour manifester. Le président n'a pas fait d'allocution à la télé pour ça. Il n'y a pas eu de réponse. Et au même moment, il y a une cinquantaine de personnes qui ont manifesté devant l'ambassade de France au Mali pour demander à la France de jouer un jeu clair dans sa présence au Mali. Et là, le président a dit à la télé que c'était un comportement inacceptable, que c'était inamical envers la France. Et donc, est-ce que le Mali n'est pas un laboratoire à taille humaine dans lequel on teste des choses pour les appliquer ailleurs? Et aussi, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas véritablement de président au Mali? Le Mali est dans c'est une espèce de dom-tom. Justement, en 1884, lors de la conférence de Berlin pour détruire fondamentalement d'Afrique, il y a eu deux pôles. C'est la conférence du Congo et c'est à la fois la conférence du Mali. C'est ces deux pays-là qu'il fallait toucher. Il fallait toucher le Soudan français et il fallait toucher le Congo. Ces deux pays, lorsqu'ils ont été touchés, nous avons vu l'émiettement de l'Afrique avec la création des pays nés de la conférence de Berlin. Évidemment, le Mali, lorsqu'il s'est agi de pouvoir étendre les limites territoriales de l'État que nous appelons la France-Afrique, c'est au Mali qu'on a scellé le sceau de cet État. Donc aujourd'hui, je vous disais que la présence de l'armée française en Afrique est, si vous voulez, la condition qui oblige non seulement le Mali, mais l'ensemble des pays d'être subordonnés à la France. Alors c'est pourquoi nous faisons du départ de l'armée française, d'ailleurs le point 1 de notre manifeste, comme étant la condition sine qua non pour la libération véritable de notre mère patrie, l'Afrique, et la liberté de notre peuple. Et le départ de l'armée française entraînera, si vous le voulez, le départ de toutes les forces étrangères de notre mère patrie, l'Afrique, et permettra à la jeunesse africaine de prendre en main, si vous voulez, ses politiques en matière de défense et de sécurité. Et c'est ça notre souhait. Et je sais bien évidemment que les Maliens, dans cette condition, c'est qui n'est pas étonnant pour la plupart des pays africains. Nous avions toujours dit cette subordination, la raison pour laquelle nous menons cette révolution, pour changer le sucre de la politique africaine, permettra à l'homme africain de redevenir digne. Non pas seulement au président africain, parce que le problème c'est d'abord l'homme africain. S'il rentre dans ses fonctions présidentielles avec cette dignité, ça sera les aspirations de notre peuple qui seront servies en premier. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi les cas du Mali nous intéressent. C'est alors, je vous disais, dès l'entrée que nous ferons de Bamako la capitale panafricaine pour le départ de l'armée française de notre mère patrie d'Afrique. Parce que la condition
sine qua non de notre liberté passera par là, et cela aboutira à axer notre combat sur ce qu'on appelle aujourd'hui notre droit inaliénable à l'autodétermination, notre autodétermination politique, notre autodétermination économique et notre autodétermination administrative. Ce sont ces trois points-là dont souffre le Mali. Très bien, là on va parler on va rentrer dans la deuxième phase, donc dernière phase de cette émission-là, on va parler du franc CFA. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, tous les Africains ou même au-delà ont une idée, ont une opinion sur le franc CFA. Il s'est passé un événement sur lequel nous allons revenir, mais avant ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que les lignes bougent dans le combat pour détruire le franc CFA et installer une monnaie, peu importe comment on la gère, mais une monnaie afro-africaine? Les lignes sont en train de bouger dans deux sens. D'abord au niveau du peuple et de deux au niveau des institutions. Au niveau du peuple, vous vous rappelez encore à Chamalières, nous avions discuté de ça lorsque nous étions en 2015. L'effet d'aller sur le lieu, l'effet d'avoir traversé l'interdit, l'effet d'avoir allumé la flamme de la conscience avec le nombre de billets qui ont été brûlés, ça a donné aujourd'hui l'embrasement au niveau de notre peuple jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui à une conscience collective émanation de toute la jeunesse africaine. Et au niveau des institutions, il y a aussi les lignes qui bougent. Parce que lorsqu'on a ouvert les portes de la Banque de France, c'était symbolique. C'est qu'il fallait ouvrir les secrets cachés et enfouis. Aujourd'hui, vous avez autant de noms et autant de voix autorisées qui commencent aujourd'hui à livrer au peuple les informations véritables en ce qui concerne les francs CFA. C'est qui canalisent la lutte et qui canalisent, si vous voulez, les revendications qui seront nôtres et qui seront précises. Donc les lignes sont en train de bouger. Et dans un combat, il faut toujours avoir à l'esprit que l'adversaire cherchera à chaque fois de vous contourner ou de se mettre debout. Donc on va continuer à cogner. Il faut continuer à cogner, il faut continuer à pousser, il faut continuer à crier, il faut continuer à dénoncer. Et d'ailleurs, dans cet état d'esprit, je viens aujourd'hui devant la face du monde, ici sur vos plateaux, revendiquer ce qui est l'action la plus grande, si vous voulez, la plus massive des actions que nous avions mis en place sur cette lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA, qui a été « Nous rendons à César sa monnaie ». Ces mécanismes ou cette stratégie a été utilisée contre le président Ahmed Sékou Touré. Donc au moment où je vous annonce, nous voulons récupérer les monopoles de la masse monétaire, si vous voulez, du franc CFA. Nous voulons aussi récupérer les circuits monétaires du franc CFA et nous voulons récupérer, si vous le voulez, toutes les dividendes qu'engagent les mécanismes mafieux du franc CFA pour les redonner à notre peuple. Donc nous avons lancé par là une campagne de sabotage. Justement, on sait que le franc CFA a été fait sur le modèle de Hitler quand il avait annexé la France. La même chose que Hitler avait fait au franc français, c'est ce que la France a fait avec les Africains, le franc CFA. On parle beaucoup de récupérer, de sortir du franc CFA pour faire sa monnaie, mais ce qu'on oublie, c'est le préjudice. Est-ce que dans vos luttes, vous vous dites un jour, même si l'Afrique battait sa propre monnaie, gérait sa monnaie, on réclamerait les réparations par rapport aux préjudices causés depuis que le franc CFA existe? Tout à fait. Nous laisserons à nos amis juristes de faire ce travail. Parce que il est évident dans chaque lutte, nous, en tant qu'activistes, nous avons posé des actes. Nous avons été le précurseur de ces actions. Donc il arrivera à un moment donné, les juristes viendront, il arrivera à un moment donné, les économistes viendront, il arrivera à un moment donné, les historiens viendront. Tout évidemment, tout est en ligne. On réclamera, comme on est en train de réclamer aujourd'hui, la réparation par rapport aux razzias négrières, ou par rapport à la colonisation, ou par rapport au pillage systématique de nos œuvres d'art. D'ailleurs, le Bénin a haussé la voie pour récupérer l'ensemble des œuvres d'art du Dahomey qui se retrouvent ici en France. Donc on demandera réparation si vous le voulez. On ira jusqu'au bout, parce qu'il ne faudra laisser ni un seul centime, ni un seul euro dans les trésors publics français de ce qui appartient aux Africains. Nous irons à récupérer notre dû, ce qu'ils nous doivent, et nous verrons après comment demander, si vous voulez, des réparations financières par rapport au préjudice qui a été commis. Et aujourd'hui, dans votre lutte, est-ce que vous avez le sentiment que vous devez vous battre aussi, parce que vous parlez beaucoup de panafricanisme, vous parlez aussi d'Africains, vous parlez de combat pour l'Afrique, mais vous devez vous battre aussi contre des Africains qui sont sceptiques, qui sont des afro-sceptiques et qui se sentent bien, qui sont dans une zone de confort avec cette monnaie-là que le français. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, je commence à dire à tous et à toutes que je suis l'homme des difficultés. L'homme des difficultés à tout le niveau. C'est-à-dire qu'il y a un travail conséquent à faire et
à la veille de mon engagement dans ces combats, je savais que je traverserais des étapes ô combien difficiles, ô combien parfois immondes, ô combien l'irreconnaissance même de certains, des uns et des autres. Mais je sais qu'au bout du compte, l'Afrique gagnera. L'Afrique gagnera parce qu'il est de notre devoir justement de pouvoir pacifier l'Afrique. Il est de notre devoir de pouvoir, si vous voulez, neutraliser toutes ces résistances. Il est de notre devoir de ramener le nôtre à comprendre la nécessité et quelles sont les priorités qui devaient être nôtres. C'est-à-dire que parmi ces priorités, aujourd'hui, la masse monétaire que nous sommes en train de fabriquer, nous sommes en train de fabriquer aujourd'hui la masse monétaire du franc CFA. C'est là où je vous parlais de ces campagnes de sabotage. Et cette masse monétaire a été déjà injectée dans le marché. Et dans les jours à venir, ce qu'ils ont fait au président Sékou Touré, c'est-à-dire de fabriquer une monnaie pour déstabiliser le franc guinéen. C'est ce que nous avions fait avec le franc CFA et nous revendiquons cette action. Donc vous allez remarquer d'ici quelques temps un déficit colossal dans l'ensemble des pays, si j'ose dire, néocoloniaux qui restent dans la zone franc, et un déficit colossal dans le trésor public français parce que la masse monétaire qui est injectée du franc CFA a été fabriquée par nos soins qui sortent de nos laboratoires et directement vers le peuple. C'est la plus grande action qu'on a mis en place aujourd'hui et que je revendique devant la face du monde. Ça, c'est un scoop. On attend de voir ça, Mwazoulou Diabanza. Et autre chose, je vais encore reparler des afro-sceptiques par rapport au franc CFA. Il y a des mécanismes techniques. Moi, je ne suis pas spécialiste de la monnaie, même si j'ai une culture sur la chose. Beaucoup de gens se posent des questions au sujet des exportations africaines, au sujet de l'équilibre de cette monnaie-là. Et même, il y a des doutes de plus en plus sur la capacité des Africains à gérer leur propre monnaie, connaissant leur façon de se comporter politiquement ou leur facilité à utiliser la planche à billets. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a un problème, certes, avec les Africains de la gestion des affaires publiques. Il y a certes un problème avec les Africains de faire la différence entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Il y a justement un problème avec les Africains. Mais est-ce que ces problèmes-là est la raison pour laquelle nous devons être sous la servitude? Est-ce que c'est un problème qui nous oblige à renoncer à notre droit à la souveraineté? Parce que si nous voulons récupérer justement la souveraineté monétaire qui est nôtre, c'est un droit garanti pour chaque peuple. Donc il est de notre devoir, si vous voulez que demain nous devenions excellents, on doit s'exercer. Si on ne s'exerce pas, comment vous pouvez imaginer qu'on deviendra excellent? Donc on doit s'exercer. Justement, à combien d'années, en termes de lustre, en termes de décennies, vous estimez une main propre pour gérer? C'est vrai qu'au début, il va y avoir des tâtonnements, il va y avoir des maladresses. Certains voudront reproduire leur comportement politique d'antan dans cette affaire-là. Vous estimez à combien de temps la période pour rentrer dans une phase d'équilibre? J'estime à 3 jours. À 3 jours, pas en termes de décennies, en 3 jours. Vous êtes très, très optimiste. En 3 jours, si nous sortons du franc CFA aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, tout redevient équilibré. Parce que rappelez-vous, à la veille de la sortie de la Zambie du livre sterling, ce sont les mêmes analyses qui ont été faites. Mais lorsque nous sommes sortis, le kwacha a atténué. Et c'est qui sera le cas pour tous les autres pays. Donc, par rapport aussi au shilling au Ghana, par rapport au naira au Nigeria, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de décennies. L'Afrique a atteint la maturité politique, administrative et économique nécessaire pour pouvoir prendre ses responsabilités. Donc, nous sommes prêts. Et nous avions déjà été prêts et préparés à ces questions. C'est justement parce que l'Europe, de manière générale, nous empêche d'accéder à cette souveraineté. Et le néocolonialisme, comme je vous disais, qui est le dernier rempart de l'impérialisme européen en Afrique, entretenu bien évidemment par certains fils d'Afrique, ce qui nous empêche évidemment de pouvoir montrer au monde nos capacités. Nous avons réalisé avec Thomas Sankara en 4 ans ce que la France a été incapable de réaliser en 4 siècles en Afrique. Donc faites-nous confiance. Justement, c'est un petit rappel pour ceux qui nous suivent. Peut-être que vous avez oublié de dire, ou vous allez le dire, mais en tout cas, je m'empresse de le dire, c'est que, enfin, vous l'avez déjà dit ici dans l'une des émissions, en fait, il y a un lien étroit entre l'existence du franc CFA et l'assujettissement de nos présidents, de nos gouvernants. Et j'ai envie de demander, s'il n'y a plus de franc CFA, dans un État africain aujourd'hui, en tout cas, qui est sous la coupole de la France, de la diplomatie française ou même de l'armée française, si demain ces pays-là ont leur propre monnaie, est-ce que ça donnera plus de pouvoir au peuple de décider ce qui adviendra de ces mauvais dirigeants? Je dois dire une chose. Je pense que là, je dois être mesuré dans mes propos. Du moment où moi qui vous parle, et la boussole qui est nôtre, du combat, nous n'avions pas réussi encore à mettre les bases nécessaires. Je ne peux donner aucune garantie pour les dirigeants qui prendront la responsabilité de l'Afrique au lendemain de la sortie du franc CFA. Je ne le ferai pas. Sinon, ça serait de la démagogie.
Mais je crois et j'ai l'intime conviction que l'Afrique a des énergies et des intelligences suffisantes pour pouvoir prendre la gestion de ses affaires au lendemain de notre révolution, de l'aboutissement de notre révolution, c'est-à-dire de la transformation de l'homme et de la femme africaine, d'où la subordination politique de l'Afrique prendra fin. Là, je peux vous donner mes garanties nécessaires, mais pas par contre par rapport à l'ensemble de ces néocoloniaux. Je ne pense pas que demain ils pourront changer. Donc c'est pourquoi je disais que la lutte pour la libération de l'Afrique, lorsque nous allons briser les remparts du néocolonialisme, nous allons bien évidemment nettoyer l'ensemble de ceux qui seront, comme je vous disais, les élèves les plus indisciplinés. Ma question, si je la simplifie, est-ce que le franc CFA, qui va certainement briser les liens des bases militaires en Afrique, les liens des ordres qu'on donne aux chefs d'État, parce que eux étant aujourd'hui comme des gamins qui ne peuvent pas, par exemple, commander un hélicoptère militaire avec la Russie sans passer par la France qui doit décaisser le fruit des exportations du cacao, du coton malien, etc. Sans franc CFA, tous ces rapports-là n'existeront plus. Et donc, les chefs d'État africains seront face à leur peuple. Ils n'auront plus de chefs, ils auront comme chef leur peuple. Est-ce que ça donne plus de poids au peuple de décider de ce qui adviendra des chefs d'État? D'abord, une nuance. Sans franc CFA, ce n'est pas que ces accords-là ou ces transactions n'existeront plus, non. Ce n'est pas le franc CFA qui maintient ça. C'est d'abord les accords signés. Le franc CFA rend ces accords obligatoires? Non, ces accords ont été signés. D'abord, ces accords-là, c'est ça d'abord qui maintient l'ensemble des choses. Et ce n'est pas vice-versa, c'est d'abord les accords. Et puis, c'est la présence de l'armée française qui fait que le franc CFA existe toujours. Donc, si nous commençons, nous devons commencer par le départ de l'armée française. Parce que le franc CFA existe parce qu'il y a l'armée française en Afrique, qui est les gardiens du temple monétaire. Donc, nous l'avions déjà suffisamment expliqué. Donc, c'est lié. C'est lié, intrinsèquement lié. Mais, je dirais que au lendemain de l'aboutissement de cette lutte, c'est-à-dire de la sortie des pays ou de la suppression de la zone franc, il est évidemment qu'il y a une conscience émergente où les Africains, avec la nouvelle monnaie, auront plus besoin d'avoir accès à tout le mécanisme, si vous voulez, de l'impression et de la fabrication de la monnaie. Et les parlements africains seront contrôlés, bien évidemment, par l'ensemble des populations parce qu'ils ont remarqué que pendant 70 ans, ils ont accepté l'opprobre et le silence et ces parlements-là ont été complices. Donc, après l'éclatement, si vous voulez, de la zone franc, il y aura bien évidemment une conscience émergente qui permettra au peuple d'avoir maintenant, si vous voulez, accès ou un mot à dire, si vous voulez, j'utiliserai votre terme, avoir le pouvoir financier et monétaire pour pouvoir gérer ses propres affaires. Là, j'y crois fermement parce que je crois que c'est l'ensemble de la lutte que nous menons pour la libération de l'Afrique, c'est aussi pour élever les peuples africains à un niveau de conscience très élevé. Et c'est ce que nous avions fait jusque-là. Donc, au lendemain de la sortie de la zone franc, le peuple aura la maturité nécessaire. Je ne pense pas qu'ils seront dribblés comme au lendemain des indépendances. Ils auront la maturité nécessaire pour avoir, si vous voulez, le contrôle de tout ce qui se fera après et avoir un mot à dire par rapport à l'établissement ou, si vous voulez, à la fabrication et l'impression des monnaies à venir. Dernier sujet de notre émission, et, il y a quelques semaines, Kémy Séba, que vous connaissez très bien, qui est un activiste qui était en France, qui a réémigré vers l'Afrique, donc qui s'est basé principalement au Sénégal, et donc avait brûlé un billet de 5000 francs CFA pour exprimer certainement son opposition à cette monnaie-là. Et là, je résume pas son combat, il tient des conférences, enfin, il fait des actions. Et le droit sénégalais a jugé son acte assez suffisant pour l'expulser de France, pour l'expulser de Dakar vers Paris. Et donc, en ce moment même où je vous parle, Kémy Séba est en France. Vous, comment vous avez vécu cette décision de justice ? Lorsque j'ai été moi-même, donc je suis en procédure d'expulsion, je pense que c'est ce qui avait éclaté en premier dans le milieu panafricain. Je disais le jour du procès, ce n'est pas la personne de moi Zoulou qui est visée, c'est la voix que nous portons. Ceci disait que toute personne qui s'alignerait dans la logique de pouvoir dénoncer, ou si vous voulez agir ou poser des actes pour la libération de notre mère patrie l'Afrique ou cette souveraineté monétaire, bien évidemment sera exposée à certains contre-coups, comme je les appelle. Bien que j'avais dit que personne n'en mourra, nous n'en sommes plus là, mais il y aura des contre-coups. Le droit sénégalais, si vous voulez, c'est un héritage de la colonisation. Les droits civils et pénals sénégalais. C'est la France qui agit là-bas au Sénégal. C'est-à-dire, juridiquement parlant, la France vit encore au Sénégal et dans l'ensemble des pays africains. Donc, si la France l'a fait pour expulser au nom de ses intérêts fondamentaux, il est évident, il est normal que les pays africains attachés, qui sont subordonnés à la France, agissent de la même sorte. Ce n'est pas étonnant. Là, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas étonnant par rapport à ça.
Donc, je rappelle que moi, Zulu Dia Banza donc, a plusieurs casquettes, entre autres porte-parole du mouvement Unité, Dignité et Courage, et aussi l'un des porte-parole de la lutte anti-franc CFA. Et aujourd'hui, il est sous l'effet d'une décision de justice pour être expulsé de France. Et je vais vous laisser vous-même dire à nos spectateurs, à notre public, ce qui vous est reproché. En résumé, c'est-à-dire que c'est pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français. Je rappelle qu'il y a un rapport du ministère de la Défense qui plaçait les nationalismes africains comme étant l'ennemi numéro 1 des intérêts fondamentaux de l'Europe. Donc notre mouvement étant un mouvement nationaliste africain, nous avons mené un combat contre les intérêts fondamentaux justement de la France, parce que ces intérêts fondamentaux en Afrique supposent des crimes sordides, supposent le néocolonialisme, supposent la subordination et la servitude. Et sur ces deux points, il m'a été reproché notamment la marche du 8 mai pour le départ de l'armée française de l'Afrique, bien évidemment mes positions contre la monnaie néocoloniale du franc CFA. Donc voilà les deux questions qui a poussé le gouvernement français, en résumant ça, atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État français, d'avoir voilà, attaqué la présence de l'armée française et la monnaie du franc CFA, qui pour eux, j'ai qualifié la France d'un État néocolonialiste et impérialiste, et l'armée française d'une armée au même stade que les terroristes qui opèrent dans l'ensemble des pays africains. Donc aujourd'hui, la décision a été confirmée. La décision a été confirmée. Donc je pense que le préfet ou le ministre de l'Intérieur se prépare. Donc j'étais en déplacement, je suis revenu aujourd'hui en France parce que au-delà de ça, ce sont mes responsabilités familiales en tant que père de famille qui m'obligent d'être là. Et après, je suis prêt à toute éventualité. Donc parlant même de ça, je pense que vous serez là le 19 octobre parce que je suis encore en procès contre le maire de Montreuil, Patrice Bessac. Ça sera au tribunal de Bobigny, chambre numéro 14, à 14 h, le 19 octobre, je serai là. C'est justement l'ensemble de ces questions où le maire de Montreuil a cherché un peu à étouffer une question de pédophilie, si j'ose dire du terme que j'utilise souvent, du terrorisme sexuel, et pour essayer de mélanger un peu ma lutte en disant que je suis le leader d'un mouvement pro-black, suprémaciste et qui cherche à s'évenger de la France. Et je ne sais pas pourquoi, pour quelles raisons. On a trouvé des armes chez vous? Nullement. On vous a trouvé dans le maquis? Nullement. Le mouvement est toujours pacifique, toujours à caractère pacifique. Nous menons toujours une lutte pacifique pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. En tout cas, je suis au courant de tout ce qui vous tombe dessus. Je vous souhaite beaucoup de courage. Évidemment, merci. Vous avez notre soutien en tant qu'être humain, en tant qu'Africain. Nous ne commentons pas les décisions de justice. Ceci dit, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Je vous remercie d'avoir honoré cette émission de votre présence. Et je remercie aussi nos spectateurs de nous suivre et de continuer à nous soutenir pour que nous grandissions. Et nous sommes dans ce studio grâce à la mairie de Paris, grâce au régisseur Antoine Couré qui fait ce boulot magnifique. Et je vous dis à la prochaine.